Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire. Anne-Claire est coach et formatrice pour les coachs. Elle est également auteure, créatrice de programmes pour aider chacun et chacune à vivre tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. Un sujet qui, sans mauvais jeu de mots, lui tient vraiment à cœur. J'ai découvert le travail d'Anne-Claire en fin d'année dernière puisque j'ai moi aussi suivi une de ses formations pour devenir coach et pouvoir accompagner des entrepreneurs à lancer ou à développer leurs projets. Et il me semblait important de revenir sur le métier de coach. Qu'est-ce qu'un coach ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Pourquoi travailler avec un coach ? Quand est-ce le bon moment ? Etc. C'est à toutes ces questions que nous avons répondu lors de cet échange inspirant où, comme dirait Anne-Claire, nous avons dansé ensemble. Je vous souhaite une excellente écoute. Trop chouette, Anne-Claire, de te recevoir. Salut, comment tu vas ? Coucou, merci pour ton invitation, Roxane. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. C'est même un honneur pour moi de pouvoir te présenter et puis parler ensemble de coaching parce que c'est principalement ce pourquoi je t'invite sur ce podcast. L'idée, ça va vraiment être de parler du coaching, de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, à qui ça s'adresse, pourquoi, quand consulter, entre grands guillemets, consulter. Et avant ça, j'aimerais quand même rapidement revenir sur ton parcours, bien que je sais que tu l'as expliqué en long, en large, en travers dans de nombreux podcasts, donc c'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui de raconter toute ta vie. Mais j'aimerais bien quand même que tu nous présentes qui tu es, Anne-Claire. Donc Avec je te joie. pose cette question, qui es-tu ? Avec joie. Déjà, merci de m'inviter pour parler de ce sujet que je préfère le plus au monde. Tu vois, c'est un kiff en fait. Je pourrais en parler toute la journée, tout le temps, matin, midi et soir. Donc, tu vois, c'est trop bien. Merci. Qui je suis ? Donc, je suis Anne-Claire Méret. J'habite au Costa Rica. J'ai 39 ans. Je suis une femme plutôt heureuse et contente de se lever le matin, mais pas trop tôt. Aujourd'hui, je fais principalement du coaching. C'est mon rôle, ma contribution auprès du monde. Et donc, je fais du coaching pour le tout public. Et pour moi, c'est du coaching from the heart. Donc, depuis l'espace du cœur, pour inspirer les gens à se connecter à qui ils sont profondément. Et à partir du bon espace pour vivre leur vie et pour faire leurs choix et pour passer à l'action. Et donc, ça, c'est pour tout le monde. Donc, j'ai des offres qui sont pour tout le monde. Mais ma cible de cœur, les gens que je préfère, c'est les gens qui aident les autres. Donc, c'est les gens qui travaillent dans la santé naturelle ou on peut les appeler les entrepreneurs du bien-être, les gens qui vont aider les autres à être mieux et à vivre plus libre, à vivre plus heureux et à mieux occuper leur place dans le monde et à mieux contribuer dans le monde parce qu'en fait, je pense que c'est ça dont on a le plus besoin. Super, oui, clairement, c'est vrai que c'est un vrai besoin. Anne-Claire, qu'est-ce qui t'a amené au coaching ? Parce qu'il me semble qu'avant, tu étais naturopathe. Oui, alors ça n'a pas été un choix du mental, ça a été un processus qui s'est passé. Donc déjà, il y a un peu plus de 10 ans, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. J'étais dans le milieu conventionnel, entre guillemets. Je travaillais pour une start-up à Paris. J'avais fait des études supérieures de communication et d'intelligence économique. Je travaillais pour une start-up du web. Enfin, j'étais stressée. Je vivais à Paris. J'avais une autre vie, quoi. Et puis, j'avais des problèmes d'insomnie et d'anxiété. J'avais mal au ventre et enfin, voilà. Ça allait pas très fort. Et il a fallu que je trouve des solutions parce que ça avait vraiment pris une ampleur catastrophique dans ma vie et je voulais plus vivre comme ça.
Et je suis allée à l'hôpital et j'ai fait étudier mon sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à dormir au naturel. Et donc, jamais personne, un médecin m'avait dit ça. Enfin, jamais dans le corps médical, on m'avait dit ça. On m'avait filé des petites pilules de toutes les couleurs. Donc, ça faisait des années que je prenais des calmants, des antidépresseurs, des somnifères, plein de trucs. Et là, on m'a envoyée vers une naturopathe. Et cette personne, elle faisait aussi de la sophrologie. Et ça a complètement révolutionné ma vie. En fait, ça m'a ouvert un champ de perspective que j'avais pas vu jusque-là. Alors que j'avais l'impression d'être une personne ouverte, hein. Mais je j'avais pas eu accès avant ça. Et c'était tellement bien que du coup, je suis devenue naturopathe. Et c'était tellement bien que du coup, après, j'ai creusé j'ai ouvert des portes parce que la naturopathie, c'est généraliste. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui était équilibre psycho-émotionnel, qui est un des piliers de la naturopathie. Et donc, je me suis formée pour être praticienne EFT. Donc, c'est Emotional Freedom Technique. C'est pour libérer, en fait, les émotions qui sont enquistées dans notre système énergétique. Et donc, on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture, en même temps qu'on verbalise les émotions qu'on a besoin de verbaliser, et on refait circuler tout ça. Et c'était top. Donc, j'avais la naturopathie et l'EFT, donc je pratiquais les deux en cabinet. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça m'embête de répéter toujours les mêmes choses en naturo. Parce que je répétais toujours les mêmes choses. En fait, on éduque les gens à la santé. Donc, on leur pose des questions pour faire une anamnèse. Et après, on leur explique comment on revient en santé. Mais si c'est pas accroché à un vrai désir de changement, les gens, ils font pas le changement. Ils sont au courant qu'ils devraient arrêter de boire 5 cafés par jour. Mais si on l'attache pas à quelque chose qui est profondément important pour eux et qu'on les encourage pas à changer depuis le bon espace pour eux, bah, en fait, ils le font pas. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai des compétences de coach pour aider les gens à changer. Je pense aussi que j'avais très besoin de m'aider à changer. Moi. Que j'avais envie de découvrir ce dont j'étais capable. J'avais envie d'aller plus loin dans ce qui était possible pour ma vie. Et donc, j'ai choisi de faire une première formation de coach. Et ça a été pour moi mind-blowing, on dit en anglais. Ça a été genre une explosion dans ma tête. Je me suis dit, mais waouh, on peut changer de perspective comme ça en quelques questions, en quelques expériences. C'était extraordinaire pour moi. Et là, j'ai compris un truc. J'ai compris que nos pensées nous rendent malades ou nos pensées nous guérissent. Et donc, finalement, aller dans le coaching, alors que j'avais des a priori sur le coaching et que je trouvais ça moins noble que le soin, parce que moi, j'étais dans le soin. Je voulais aider les gens à guérir. Et le coaching, c'était plus aider les gens à réussir, aider les gens, tu vois, à se créer une belle vie. Et je trouvais ça moins noble. Et là, j'ai compris que c'était faux, parce qu'en fait, si tu as une bonne pensée, bah en fait, tu peux tout guérir dans ta vie à partir de cette bonne pensée. Et ça a été une révélation. Et depuis quelques années, je fais plus que du coaching. Je ne fais plus de santé naturelle. En même temps, j'ai écrit des livres. Je me dis, c'est bon, j'ai fait ma part. Les gens qui veulent lire des trucs sur la santé que j'ai écrits, ils ont qu'à aller à la FNAC et ils vont en trouver. Voilà. Ouais, donc ça a été vraiment un chemin avec le point de départ qui était tes insomnies et puis en fait de fil en aiguille, ce chemin est arrivé au coaching. Tu dis que ce coaching, tu l'as fait pour aider les autres, mais qu'en fait ça t'a fait changer toi. Est-ce que c'est pas un peu le point de départ de chaque coaching ou personne qui veut devenir coach, que de se dire en fait tu le fais d'abord pour toi et ensuite tu pourras aider les autres. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir fait le travail avant de coacher d'autres personnes? Parfois, on a besoin de se raconter l'histoire qu'on le fait pour les autres, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir justifier une dépense, par exemple. C'est pour en faire un métier que j'ai investi dans ce programme, tu vois. Donc, je comprends les gens qui font ce chemin-là dans leur tête. Après, est-ce qu'on doit avoir travaillé sur soi pour aider les autres? On doit être en chemin. On doit être en chemin pour mieux s'observer, mieux s'aimer, mieux connaître ses besoins et se donner ce dont on a besoin, mieux se respecter, mieux se comprendre, mieux suivre ses désirs, tout ça, tout ça. On n'a pas besoin d'être parfait ou d'être arrivé quelque part ou d'avoir fait 10 ans de thérapie pour commencer à aider les autres, mais on a besoin d'être conscient de là où on en est et d'être toujours en chemin et honnête vis-à-vis de soi et honnête vis-à-vis des autres. Ouais, et puis le chemin, une fois qu'on l'a commencé, il finit jamais. Jamais. Et il n'y a pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais il y a celle-ci.
clairement. Est-ce que, Anne-Claire, tu pourrais nous définir le coaching? Parce que je sais que ça peut être un mot qui peut faire peur, qui peut faire... Il y a plein de pensées derrière ce mot coaching, et plein de coachs d'ailleurs disent qu'ils préfèrent le mot accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le coaching et aussi ce qu'il n'est pas? Oui, merci pour cette question parce que aujourd'hui on utilise le mot coaching à toutes les sauces et il y a beaucoup de gens qui sont pas formés en tant que coach qui utilisent le mot coaching. Et c'est pas tout à fait la même chose de donner des conseils ou d'être un consultant et que d'être un coach. Parce qu'un coach, il va nous aider à tirer nos propres ressources à partir de qui on est profondément. Il va pas venir nous imposer des méthodes ou des process ou des recommandations par rapport à notre situation. Il va nous aider à trouver nos propres réponses en nous posant des bonnes questions et en nous proposant des expériences, des visualisations, des exercices pour pouvoir accoucher de nous. Donc c'est un accoucheur en fait, un coach, je dirais. C'est ça, c'est une doula. Un coach, c'est une doula. Et qu'est-ce que ça n'est pas? Parfois, c'est plus facile de définir ce que c'est quand on dit ce que ça n'est pas. Donc le coach, il va s'occuper du présent et du futur. Et parfois, il va poser quelques questions pour le vis-à-vis du passé, pour pouvoir avoir un contexte ou pour éventuellement désamorcer des choses du passé pour pouvoir se concentrer au présent et avoir une vue sur le futur. Avec le coach, on va aller quelque part. Donc, on a besoin de partir d'un point A et d'être très honnête avec là où on en est là maintenant et d'avoir envie d'aller à un point B qu'on va définir avec lui, avec elle, au début de l'accompagnement pour pouvoir définir ce chemin qui va nous emmener à la destination. Donc le coach, je dirais, c'est un guide pour nous emmener là où on a envie d'aller. Et ce guide, il y est jamais allé lui-même parce qu'il a eu d'autres expériences qui sont pas nos expériences, mais il a tout ce qu'il faut dans sa boîte à magie, comme moi je l'appelle, ou son sac à dos, pour pouvoir nous aider à traverser la montagne. Donc il a une bouteille d'eau, il a une boussole, il a tout ça. Et donc le coach, il est super bien équipé pour pouvoir proposer des escales sur le chemin, pour pouvoir révéler le chemin au fur et à mesure et trouver la route. Voilà. Du coup, dans ce sac à dos et cette boîte à magie, quels outils peut utiliser le coach du coup? Le premier outil, c'est les questions. C'est poser les bonnes questions. Si tu as des bonnes questions en face, ça va permettre à la personne de faire sens de ses pensées, de se rendre compte de comment ses pensées influencent ses passages à l'action. Et une fois que la personne, elle prend conscience de tout ça, elle va se dire, mais il faut que je pense différemment. Mais comment je fais pour penser différemment? Alors le coach pose des nouvelles questions. Et alors là, on a des nouvelles perspectives qui peuvent émerger. Et là, ça devient vraiment excitant. Quand on commence à penser différemment, on commence à se dire, mais en fait, il y a d'autres choix possibles. Et s'il y a d'autres choix possibles, alors ça m'emmène sur une autre voie. Et c'est ça, en fait, que le coach permet. Donc, poser des questions. Ensuite, je pense quelque chose qui est très significatif au coaching, c'est s'appuyer sur ses ressources. Le coach, il te voit puissant. Tu vois, il voit le coaché puissant. Il voit le coaché comme s'il pouvait tout accomplir. Et donc, il va lui poser des questions en faisant preuve de sa curiosité, en disant qu'est-ce que tu as déjà pour pouvoir y aller, là où tu as envie d'aller. Parce que la plupart des gens, finalement, dans la vie, c'est un trait qu'on a tous et toutes, c'est on regarde ce qu'on n'a pas. Ah, je suis pas assez comme ça, ou je suis pas assez comme ci. Mais le coach, il va nous aider à revenir dans un espace où on est déjà quelqu'un qui est capable de. Et il va nous le montrer. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je me fais tout le temps coacher en continu, c'est que mes coachs, elles pensent que j'ai des super pouvoirs que moi, j'ai pas encore vus. donc c'est ça. Et comme elles croient en moi et que j'ai pas envie de les décevoir, je vais faire mes devoirs et je vais répondre à toutes les questions qu'elles me posent et je vais effectivement aller à la rencontre de ces ressources. Donc on a les questions, le fait de partir du principe que la personne est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le coach peut utiliser? Tout à fait, on peut créer des expériences, comme par exemple, certains coachs vont te faire des rituels, par exemple, pour pouvoir ancrer quelque chose que tu as décidé, ou on peut appeler ça aussi des actes psychomagiques. C'est-à-dire, après une séance, qu'est-ce que tu vas faire pour ancrer? Par exemple, quelqu'un qui dirait,
Prenons le cas d'une femme qui serait beaucoup dans son masculin et qui déciderait et qui aurait du mal, tu sais, à recevoir tout. Qui vient, elle se plaint, j'ai du mal à recevoir l'abondance, j'ai du mal à recevoir, à accueillir des nouvelles personnes dans ma vie, tout ça. Et elle réalise que elle a peut-être besoin d'être un peu plus ouverte, un peu plus douce à l'intérieur et un peu plus féminine qu'elle ne se l'est autorisée. Et donc on va lui demander, à la fin d'une séance, comment tu vas ancrer ça dans ta vie? Quel est le choix? Quel est le premier pas que tu vas faire pour faire ça? Et elle va choisir quelque chose pour pouvoir l'ancrer. Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mettre du vernis sur mes pieds, même si personne ne le voit, tu vois. Donc c'est un cliché, je sais, c'est un peu cliché ce que je dis. Mais c'est pour montrer un petit peu pourquoi on fait les choses. En fait, dans le coaching, c'est important à la fin qu'il y ait toujours un passage à l'action pour que les gens réalisent qu'ils ont la main sur beaucoup de choses. Et que, de par un premier passage à l'action, après derrière, il va décliner des nouveaux résultats. Et ces nouveaux résultats, après, ça va engendrer une nouvelle façon d'être et des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités pour leur vie. Et c'est pour ça que c'est bien de coacher les gens sur la durée, c'est-à-dire de faire des séries de séances, 3 séances, 6 séances, 10 séances, pas juste une, parce que c'est comme ça qu'on va ancrer la possibilité d'un changement profond sur la durée, c'est parce qu'on s'est vu plusieurs fois. Donc il y a ça, il y a les ancrages, en fait, les actes psychomagiques ou les rituels ou le passage à l'action. Il y a aussi les visualisations qu'on utilise quand même assez souvent en coaching. C'est visualiser qui on pourrait être si on se l'autorisait, aller rencontrer des versions de nous futures qui ont déjà accompli ce qu'on a envie d'accomplir, pour leur poser des questions, pour découvrir comment ils vivent, et pour après ramener ces réponses-là au présent, pour s'inspirer à prendre des passages à l'action qui sont bien alignés à partir de cette vision. Et du coup, là, tu parlais de cette boîte à outils qui peut aussi venir de l'expérience de la personne qui est coach. Donc, en fait, chaque coaching est unique puisqu'il s'agit de l'énergie et de l'expérience du coach. Donc, aujourd'hui, il y a une multitude de possibilités de se faire accompagner et ça peut être sur plein de sujets différents. Et donc, chaque personne pourrait avoir sa propre unicité et son truc. Par exemple, tu pourrais avoir le coaching autour du sujet de l'abondance, l'autre autour de l'amour. Comment ça se passe, un coaching? C'est plutôt global ou alors que c'est mieux? Est-ce qu'il y a un mieux ou pas par rapport à toutes ces offres différentes? Pour moi, quelque part, le coaching est toujours global. Parce que même si on travaille sur un sujet précis, par exemple le cas de l'abondance, on va aller travailler, quand on parle de l'abondance, on va aller travailler les relations familiales, on va aller travailler le regard des autres, on va aller travailler plein de choses qui sont périphériques. Donc, quelque part, tous les coachings sont assez généralistes. Ou par exemple, si tu prends le cas d'un sportif qui se ferait coacher pour ses performances sportives, s'il a des choses qui le préoccupent, il va pas réussir à mettre toute son énergie dans le même sens pour sa compétition. Et donc forcément, avec son coach, il va aborder différentes choses pour pouvoir avoir une maîtrise de lui-même qui lui permet d'avancer vers cette version de lui qui est capable de vivre cette compétition le mieux possible. Donc je pense que tous les coachs, dans une certaine mesure, sont généralistes et après, certains vont se spécialiser pour pouvoir accompagner certaines thématiques parce qu'ils se sentent particulièrement proches de ces thématiques. Souvent, les coachs qui accompagnent sur certaines thématiques, comme par exemple moi j'accompagne sur l'abondance notamment, et aussi les professionnels du bien-être, c'est parce que moi j'ai eu besoin de me poser 1 milliard de questions sur ces thèmes-là pour pouvoir les régler, que je m'y suis passionnée. Et comme je trouve ça passionnant et que maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai envie d'aider les autres à faire en sorte que ça aille beaucoup mieux aussi. Donc j'ai développé une forme d'expertise parce que j'ai galéré et parce que j'en ai eu besoin pour moi. Donc, je pense que quand on cherche un coach, de toute façon, déjà partir du principe qu'avec notre coach, on va aborder plein de thèmes très différents, même si on a une destination et que c'est peut-être avoir une meilleure abondance financière. Et on va choisir notre coach parce qu'il est inspirant dans ce domaine, parce que personnellement, il a beaucoup travaillé dessus, je pense. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si, du coup, ton point de vue est hyper intéressant et tout comme tu donnais cet exemple, l'exemple que tu as donné, un coach business, par exemple,
ça peut aller jusqu'à aborder la vie perso. En tout cas, moi, je le vois comme ça dans ce que tu dis. Tout à fait. Ce qui me paraît aussi logique. Qui peut se faire coacher? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier où tout le monde peut prendre un coach? Alors potentiellement, tout le monde peut prendre un coach. Il y a même des coachs pour les enfants. J'ai une copine qui s'était spécialisée pour les enfants et donc elle les aidait à bien apprendre et à être bien à la maison. Mais elle me disait, en réalité, c'est les parents qui en ont vraiment besoin. Donc potentiellement tout le monde. Par contre, pour se faire coacher, il faut avoir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre de l'énergie dans le fait d'aller interroger sa façon d'être, remettre des choses en question. Se faire coacher, ça peut amener du chaos dans la vie, tu vois, parce que ça va remettre tellement de choses en question, peut-être même sur plusieurs domaines de vie en même temps. Et si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de jus, c'est difficile de vivre un coaching et de passer à l'action et donc d'en tirer le meilleur en fait de cet investissement. Si on n'a pas de jus parce que par exemple on a fait un burn-out ou qu'on est en dépression et tout ça, je pense qu'il vaut mieux d'abord se tourner vers la thérapie et vers des techniques de santé naturelle pour se revitaliser. Je pense que c'est une priorité. Et une fois que tout ça s'est mis en place, qu'on est en thérapie, qu'on y va, qu'on vide son sac, qu'on vide ses larmes, qu'on fait sens de ce qui nous est arrivé, de comment on est arrivé là, etc. Et qu'on a des techniques de revitalisation et qu'on arrive à se sortir du lit le matin, qu'on recommence à avoir des envies, des désirs, alors on est un bon client pour le coaching. On est prêt pour pouvoir aller se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de créer pour le futur. Mais si on est trop tourné dans le passé ou si on n'arrive pas à se lever au présent, c'est pas le moment pour se faire coacher. Et est-ce qu'on peut se faire coacher en même temps qu'on suit une thérapie si tout va mieux? Tout à fait. Moi, j'ai les deux depuis très longtemps. Depuis des années et des années, j'ai gardé les deux. Donc, j'ai fait longtemps des thérapies parce que j'en avais besoin pour faire sens. Et puis, je pense que j'étais pas prête pour le coaching. Moi, j'étais une Calimero. Et c'est vrai que ça aussi, on peut le souligner quand on est vraiment en mode Calimero, c'est-à-dire qu'on a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules, que c'est la faute des autres, que vraiment on a l'impression que notre passé il est tellement lourd, trop compliqué à gérer, tout ça. C'est pas le bon moment parce que il faut une certaine prise en charge de sa responsabilité pour se faire coacher. Et donc, est-ce que tu dirais que là où les thérapies vont plutôt aller dans le passé, le coaching, lui, est, comme tu disais, le présent et le futur? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que les deux sont hyper complémentaires. Ça va très bien ensemble. J'en profite que tu parles de ce côté Calimero et tout ça pour justement, j'avais une question. Est-ce que d'après ton histoire de vie, tu penses que tes plus grandes forces aujourd'hui, tu les tires de tes plus grandes blessures? Complètement. Aujourd'hui, c'est une évidence. Ça l'a pas été pendant très longtemps. Je pense que ce qui m'a particulièrement aidée, c'est de découvrir le travail de Charlotte de Silgy, qui a, elle, créé un coaching alchimique. Donc, elle est coach, mais elle n'est pas que coach, elle est aussi praticienne en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture. Et donc, elle a dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a toute cette philosophie du Tao et de quand il y a une crise, il y a une opportunité, et quand il y a du noir, il y a du blanc, etc., etc. Et d'aller beaucoup en Chine et de découvrir cette culture, ça l'a vraiment interrogée. Et c'est une femme brillante. Et quand elle s'est formée au coaching, elle a vraiment fusionné ce qu'elle avait appris de cette culture avec l'art de poser des bonnes questions. Et elle a créé son coaching alchimique qui permet de révéler pourquoi on traverse nos plus grands défis. C'est parce qu'on avait à découvrir quelque chose derrière qui est une de nos plus grandes ressources. Non seulement pour nous, mais aussi à un niveau plus grand que nous. En fait, comment ces plus belles ressources viennent aussi contribuer dans le collectif. Et je suis allée la voir après une rupture dont j'arrivais pas à faire sens, alors que j'étais déjà coach et j'avais déjà l'EFT, j'avais plein de choses en fait dans ma vie, mais j'arrivais pas à faire sens de pourquoi cette douleur en fait. Et avec elle, on a réussi à aller creuser pour découvrir des choses de moi dont je m'étais même pas aperçue avant en fait, et c'était génial de découvrir la lumière
qu'il y avait dans toute cette ombre que je trouvais terrible. Et ça, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut le faire, mais pas tout seul, parce que tout seul, en fait, on voit pas dans nos angles morts. Donc, tout simplement, on a besoin de quelqu'un pour tenir l'espace pour nous, quelqu'un qui va être là, qui va nous permettre de nous observer avec bienveillance, avec amour, avec patience, et de nous poser les bonnes questions pour qu'on voit ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Ouais. Ton coaching à toi, tu dis qu'il est from the heart, donc depuis l'espace du cœur. Il y a aussi beaucoup de questions en rapport avec l'alignement. Le coaching permet de s'aligner pour toi. Et enfin, ma question est, est-ce que le coaching permet de s'aligner et qu'est-ce que l'alignement? Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui aligner son corps, son cœur avec son esprit. Quand est-ce qu'on sait qu'on est aligné? Je sais pas si c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est quelque chose qu'on sent. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on sent. Et pour moi, donc je dis from the heart parce que je le sens que c'est depuis mon cœur, en fait, que c'est pas depuis ma tête. Mais quand je parle, par exemple, avec mon compagnon Christian, qui est aussi coach et qui est passionné par tout ce qui est soul searching, quand tu vas à la recherche de ton âme, tu vois profondément qui tu es et tout ça, il va utiliser d'autres termes. Et lui dirait plutôt from the soul. Mais moi, je dis from the heart parce que je le sens que c'est dans cet espace-là. Avec le recul, donc, j'ai appelé mon entreprise Live from the Heart et un certain nombre de mes programmes avec la fin, c'est from the heart. Et avec le recul, je me rends compte que c'est beaucoup plus les femmes qui opèrent depuis cet espace-là. Il y a quelque chose de très fluide pour aller contacter cet espace-là et pas forcément depuis l'espace mental. Et juste peut-être les personnes qui sont plus dans leur masculin vont utiliser d'autres termes. Mais en fait, c'est le même endroit. Et pour moi, c'est depuis notre essence. C'est tu opères depuis ton essence, depuis qui tu es profondément, quand c'est pas altéré par tous tes conditionnements et par tout ce que tu crois que tu devrais être. Tu vois? Et à partir de là, quand tu es replugué au bon endroit, tu vois, tu es bien branché au bon endroit, tu vois la vie avec des yeux différents, tu fais des choix différents, tu passes à l'action différemment et tu changes toutes tes perspectives de vie. Et pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est travailler à revenir dans cet espace-là, dans ton essence. À partir de là, c'est quoi ta vibration? C'est quoi ta couleur? C'est, tu vois, c'est qui toi? En dehors de tes rôles que tu as choisi d'adopter ou que tu as adopté malgré toi par les circonstances qui t'ont été distribuées à la naissance, tu vois. Et une fois que tu arrives à faire un peu sens de qui tu es, tu peux plus choisir qui tu es dans le monde et à partir de là, t'aligner. Et là, il y a plein de processus en coaching que tu peux faire. Tu peux notamment étudier tes valeurs. C'est quoi tes valeurs de vie? C'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour toi? Et une fois que tu as réussi à définir ça, tu as une boussole pour pouvoir opérer dans la vie et pour pouvoir faire des choix qui sont en alignement profondément avec ce que tu as envie d'honorer, avec ce que tu as envie de respecter. Et pour moi, je dirais même que c'est du leadership personnel, tu vois. Tu es leader de ta vie, tu as de la maîtrise de toi, tu te respectes et tu prends la responsabilité de qui tu es et de comment tu as envie d'être dans le monde. Et à partir de là, en fait, ça change tout. Parce que quelqu'un qui a ce niveau de cohérence, il vibre autre chose dans le monde, tu vois. Il y a une lumière qui émane des gens qui sont bien alignés. Il y a aussi une forme de sérénité parce qu'il n'y a pas d'auto-trahison, tu vois. Ils se trahissent pas eux-mêmes. Et donc, comme ils se trahissent pas eux-mêmes, ce qui se passe, c'est que ils génèrent une forme de confiance et les gens ont envie de leur faire confiance aussi. Tu vois? Après, c'est hyper beau. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde vive comme ça, quoi. Parce que si on vivait comme ça, t'imagines la paix qu'on pourrait ressentir dans le collectif? Clairement. Et je pense que cet alignement-là, il vient d'une connaissance de soi. Et que tu parlais des valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est un des premiers exercices qu'on peut faire quand on veut commencer à apprendre à se connaître. Et comme tu dis, c'est une boussole. Et après, plus on va aller creuser des exercices pour apprendre à mieux se connaître, plus c'est facile aussi de s'aligner. Et c'est, même si c'est jamais fini, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, c'est jamais fini.
il y a quand même, je dirais, des paliers de connaissance de soi où on se dit, ah, là, je me connais mieux quand même. Et je m'aime mieux, et je me respecte mieux. Il y a des étapes où on se dit, ah, ça y est, quand même, ça va mieux. Ouais. Ouais, et puis il y a des exercices qui vont être visibles directement, ou par exemple tes valeurs, tu peux les voir assez directement, mais il y en a d'autres où c'est par exemple via la pratique du yoga, tu peux apprendre à mieux te connaître, via des visualisations, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais qui vont pas se concrétiser tout de suite, et en fait, ça va être aussi même la méditation, de méditer tous les jours, t'apprends à mieux te connaître, mais t'as pas un résultat noir sur blanc écrit sur un tableau. Ça se fait au fur et à mesure de ton chemin de vie, justement. Ouais. Mais tu sais, on vit vraiment dans une société de l'immédiateté et je pense que beaucoup de gens aimeraient que les choses arrivent tout de suite, les transformations tout de suite, et puis on a une fausse image de, tu sais, la réussite et tout ça. En fait, on a l'impression juste que tout devrait être immédiat, et alors qu'en réalité, c'est toujours la conséquence de un petit peu tous les jours. Tu vois, c'est juste un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours, et au bout d'un moment, ça nous crée une vie magnifique. Oui, c'est vrai. Tu parles du temps. C'est quoi ton rapport au temps? Ça va mieux. Le temps est mon ami, en tout cas plus qu'hier. euh, donc aujourd'hui, je joue avec le temps. Donc j'aime bien faire appel à la déesse du temps. Donc je l'appelle la déesse du temps et je lui dis aide-moi pour que tout rentre et que tout fonctionne bien, et que tout s'aligne bien. Et comme ça, je suis pas toute seule. Euh, J'apprends de plus en plus à mettre les choses importantes en priorité, ce qui est pas toujours facile, mais de plus en plus, et à respecter mes besoins, à respecter mon propre rythme. Donc, pour avoir travaillé avant dans des jobs classiques, j'avais l'impression que je devais travailler du matin jusqu'au soir pour bien faire, tu vois. Et donc, pendant assez longtemps, je me suis auto-imposé des structures parce que je me disais, il y a que comme ça que ça marche, jusqu'à ce que je m'avoue quand même au bout d'un moment, Anne-Claire, t'aimes pas faire des rendez-vous à 9h, en fait, ça marche pas pour toi. Donc, que je me suis avouée à moi-même. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de pas avoir de rendez-vous avant 11h pour avoir du temps pour moi et pour pouvoir me respecter, respecter mes besoins. Ça veut pas dire que je travaille pas, ça veut juste dire que je suis pas disponible pour le monde. Je suis disponible à moi-même. Et une fois que j'étais bien disponible à moi-même, je suis bien disponible pour les autres. Donc tout va bien. C'est, tu vois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le temps, ta question était très ouverte. Je dirais que j'apprends aussi à vivre plus au présent, tu sais, à être dans la gratitude pour ce qui est et pas à courir toujours après ce qui pourrait être. Néanmoins, je suis coach et donc dans ma tête, je suis toujours, tu sais, je suis branchée sur bon, où est-ce qu'on va, comment on fait pour aller là où on a envie d'aller, quelles ressources j'ai besoin de découvrir pour aller là où j'ai envie d'aller. Mais je n'oublie pas non plus le présent. Et moi, ce qui me ramène au présent, c'est la nature, c'est la contemplation de cette nature qui n'a rien à faire, qui a juste à être, tu vois, et qui pousse. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vivre dans la nature, parce que je me suis vue vivre en ville pendant le Corona Circus où j'étais bloquée à Berlin. Et quand j'étais là-bas, je travaillais plus. Enfin, tu vois, comme il faisait froid et que j'étais tout le temps à l'intérieur, j'étais moins dans l'être et j'étais plus dans le faire. Et ici, j'ai un meilleur équilibre de vie au Costa Rica parce que je suis beaucoup plus dehors. Et donc, il y a cet équilibre qui s'est créé naturellement de par l'environnement. Merci pour ce partage et j'ai très envie de te partager. Je fais pas mal de pratiques chamaniques et les derniers messages qui me viennent, c'est il n'y a rien à faire, juste à être. Mais vraiment, ça tambourine et je pensais l'avoir compris et j'ai réalisé il y a quelques jours qu'en fait, je l'ai pas encore tant compris à 100% et que c'est tellement important de juste être et pour autant, c'est pas si facile que ça. Et je pense que c'est aussi relié avec ce rapport au temps qui qu'on s'impose nous-mêmes, mais aussi avec des schémas de société qui peuvent être à casser et qui on a l'impression qu'on n'en dépend pas, mais on peut se retrouver où c'est des moments où c'est assez difficile
tu vois, tu parlais du temps et du fait que tu te prenais du temps et le fait que ça te permettait aussi d'être disponible pour les coacher, pour ton travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai, il y a quand même quelque chose à déconstruire par rapport à ce travailler plus pour être encore plus performant. Et puis plus tu travailles et mieux c'est. En tant qu'entrepreneur, je trouve surtout que c'est hyper important d'en parler, que c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on est tout seul ou alors avec une petite équipe qu'il faut travailler H24. Et plus on va prendre du temps pour soi, et plus, enfin en tout cas moi de l'expérience que j'ai, plus je le fais et plus je suis performante en fait. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Je pense que il faut un bon équilibre entre le faire et l'être, parce que sinon c'est déséquilibré, mais d'un côté comme de l'autre en fait, je dirais, tu vois. Parce que je pense aussi que aujourd'hui, il y a un discours, tu sais, où on entend beaucoup, il y a rien à faire, il y a rien à faire. C'est pas tout à fait vrai. Quand on est entrepreneur, il y a des choses à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense aussi qu'il faut pas comparer le chapitre 352 au chapitre 1 de l'entrepreneur, parce que si tu regardes, je sais pas, tu prends des grands entrepreneurs aujourd'hui où tu as l'impression qu'ils en rament pas une, ils sont sur Instagram, ils sont sous les cocotiers, c'est parce que pendant tous les chapitres précédents, ils ont beaucoup travaillé et qu'ils ont mis en place une équipe qui fait les choses à leur place maintenant. Donc on peut pas comparer ce qui est pas comparable, donc il faut juste faire attention à ça aussi. Je dirais qu'il faut trouver le bon équilibre pour soi à chacun de ces chapitres. Et faire attention à pas être trop dans le faire, parce que parfois c'est juste des distractions. Je fais beaucoup de choses, mais en fait je fais pas vraiment ce qui est important. Et j'ai l'impression de me donner bonne conscience parce que j'ai fait des choses, mais c'est pas forcément ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche. Et pour ça, c'est bien peut-être de faire partie de groupes d'entrepreneurs, de mastermind, de se faire coacher, tout ça, parce que du coup, ça vient mettre de la lumière sur des schémas de fonctionnement pour éviter qu'ils durent trop longtemps si ça marche pas, ou si ça vivote, mais que ça marche pas pour de vrai. C'est bien qu'il y ait des gens qui soient là avec bienveillance et qui nous disent hey, il y a pas une autre façon de faire? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois pas d'autre façon d'être avec ton business? Et c'est précieux. Oui, totalement. D'ailleurs, tu dis, ça peut être bien à ce moment-là de trouver quelqu'un pour se faire accompagner. Je t'ai pas posé cette question par rapport au coaching, mais comment on sait que c'est telle personne avec qui on veut travailler? Et je sais pas, je me mets à la place d'une personne qui a aucun ami coach autour de lui. Comment il fait pour trouver son coach? D'abord, il y a une chose à savoir dans le monde du coaching, c'est que la plupart du temps, les appels découvertes sont gratuits. C'est-à-dire qu'on peut appeler plusieurs coachs, avoir 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps. Parfois, il y a même des coachs qui font 1 heure et demie de temps de séance découverte pour apprendre à découvrir comment ils travaillent. Et donc, ça permet de rencontrer la personne, de sentir son énergie, de voir la qualité de ses questions, tout ça, avant de la choisir. Donc, on n'a pas juste besoin de choisir sur catalogue, quoi. On peut aussi se rencontrer avant de se choisir, mutuellement. Donc ça, c'est super. Vraiment, ça, je pense que c'est important de le faire. Ensuite, pour choisir, on n'est pas obligé de choisir des coachs qui sont allés là où on a envie d'aller, c'est-à-dire spécifiquement qui ont déjà accompli ce que nous on a envie d'accomplir. Mais c'est intéressant de choisir des coachs qui ont travaillé sur ce thème et qui ont développé des qualités d'être et qui savent ce que ça demande d'être comme ça. Par exemple, j'ai une coach qui est excellente, elle s'appelle Robin. Elle travaille avec mon autre coach, Regan. Et donc, je suis dans un mastermind avec Regan, mais Regan, elle fait pas les séances individuelles, c'est Robin qui les fait. Et Robin, elle est excellente à ce qu'elle fait parce qu'elle a travaillé en profondeur sur tous les sujets sur lesquels elle aide les entrepreneurs. Mais elle n'est pas elle-même dans la lumière. Elle n'est pas elle-même visible parce qu'elle a choisi d'être une coach dans l'équipe de Regan. Mais ça fait pas d'elle une moins bonne coach parce qu'elle s'est pas rendue visible, en fait. Elle est juste excellente à ce qu'elle fait, à la façon dont elle le fait. Et je trouve ça très inspirant. Donc, être curieux de la façon dont les coachs travaillent, poser des questions, demander sur quel type de thème ils accompagnent les gens d'habitude, là où ils sont à l'aise, là où ils sont moins à l'aise aussi. Parce que les coachs, ils sont honnêtes en général vis-à-vis de ça. S'ils accompagnent pas des choses dont vous avez vraiment besoin, vous allez aller voir ailleurs.
il y en a d'autres. Tout comme ça peut être aussi le rôle du coach de dire s'il sent ou pas que l'accompagnement peut être bon pour lui. Tout à fait. Oui. Parce que moi, par exemple, j'ai pas d'enfants et je suis pas très intéressée par la thématique famille et enfants. Et tous les gens qui sont venus taper à ma porte pour les aider à travailler, à améliorer leur ambiance familiale ou tomber enceinte ou tout ça, en fait, c'est des thèmes qui me parlent pas. Donc c'est vrai que j'aurais pas trouvé ça très excitant pour moi de faire ces séances-là. J'aurais pas été la meilleure personne non plus. Est-ce que on peut suivre 2 coachs en même temps? Être suivi par 2 coachs? Ouais, alors là c'est la grosse question que je me pose en ce moment parce que j'ai envie de rempiler pour une année avec Regan, mais j'ai eu la semaine dernière, donc là je termine le mastermind, ça fait 2 ans que je suis dedans quand même, donc récidiviste, tu vois, déjà une première fois. Donc est-ce que je récidive encore une 3e année? Je sais pas encore. Et j'ai eu un coaching d'une journée la semaine dernière avec une nouvelle coach. Donc je m'interroge de prendre en même temps la 2e coach. Et ça ferait une sacrée année l'année prochaine. Parce que ça me ferait beaucoup de rendez-vous et donc beaucoup de choses c'est beaucoup de passages à l'action aussi parce qu'on s'engage en coaching. Donc quand je vois ma coach, elle me dit alors qu'est-ce que tu vas faire? Donc je m'engage et puis tu vois, je rends des comptes. Il y a quelqu'un qui m'attend au tournant pour que je les fasse. Et donc jusqu'à quel point j'ai envie de me challenger l'année prochaine, je me pose la question. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se demander. Si on prend plusieurs coachs en même temps, par exemple dans plusieurs domaines de vie différents, ce qui est possible, hein, un coach pour travailler dans sa relation familiale et puis un coach business, pourquoi pas? Mais quelle énergie on a envie d'y mettre? Jusqu'où on a envie d'aller? Jusqu'où on a envie de se donner et de s'interroger et de se bouger les fesses? Parce que là, tu as rendez-vous une fois tous les combien? À quelle fréquence tu les vois? Alors, pour le mastermind de Regan, donc il y a un call toutes les 2 semaines en groupe où elle nous délivre une transmission et où il y a des exercices à faire. Et j'ai rendez-vous une fois par mois avec Robin. Donc c'est gérable, tu vois. Ça va. Mais si je rejoins l'autre mastermind, c'est des calls toutes les semaines. Tu vois, la pression, elle est tout autre. Ça, plus tous tes projets, C'est beaucoup. c'est un beau challenge. Ouais. D'ailleurs, quels sont tes défis actuellement? Là, je termine une saison très très occupée. Donc j'étais très occupée depuis septembre, mais je le savais. J'avais décidé que ce serait comme ça parce que j'ai fait Coach from the Heart, ma formation de coaching, et j'ai fait le niveau 2 de Coach from the Heart qui s'appelle Level Up pour les personnes qui sont déjà coach et qui veulent avoir des compétences additionnelles de coaching, pour accompagner les gens aussi qui sont sortis, moi je dis qu'ils sont sortis de Dramaland, accompagner les gens qui sont sortis du monde du drame et qui se retrouvent confrontés à des problématiques de poser des limites avec les autres parce que ils deviennent peut-être un peu plus visibles, un peu plus connus, et donc comment ils posent des limites saines pour pouvoir porter leur voix. On voit plein de choses super passionnantes. Donc j'ai dû créer Level Up en même temps que j'en faisais la promotion et en même temps que j'enseignais Coach from the Heart et en même temps que je lançais différentes choses, que j'ai un livre aussi qui est sorti récemment, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et ça a fait beaucoup. Donc je viens de vivre une grosse saison. Et là, je suis en train c'est la descente de la grosse saison. Tu vois, j'ai un peu plus de temps pour moi. Et mes challenges actuels, c'est de relâcher la pression, genre me détendre un peu. Anne-Claire, c'est bon, tu l'as fait? Tout s'est bien passé? T'es même pas tombée malade au milieu? Tout est bon? Et prioriser des choses que je veux mettre en place pour l'année prochaine, mieux déléguer. J'ai recruté des nouvelles personnes pour mon équipe. Et donc là, elles sont en période de formation, de prendre leur marque et tout ça. Donc c'est apprendre à mieux déléguer pour avoir plus de temps. Et travailler en anglais. Ça, c'est un de mes défis aussi, parce que je vis en anglais à la maison avec mon compagnon. Et puis, je vis à l'étranger depuis des années. Ma vie, elle est plutôt anglophone, dans ma tête. Mais la réalité de mon travail, c'est que je suis en francophonie pour mon travail. Et je me dis que dans l'avenir, dans le futur, je vais garder la francophonie, mais je vais aussi travailler en anglais. Et pour ça, il faut que je me jette dans le grand bain. Donc, il y a un livre qui va arriver, mon livre Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, qui est en train d'être adapté en anglais. Et puis après, ah oui, je suis sur TikTok depuis quelques jours. Je suis sur TikTok en anglais. Je savais pas comment j'allais gérer. Tu sais, ça fait des années que je me dis je vais faire Instagram en anglais, mais je veux pas faire Instagram avec les 2 langues parce que c'est pénible.
Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais faire TikTok en anglais, puis on va voir comment ça marche. C'est un vrai challenge de passer d'une langue à une autre sans en même temps perdre son audience en français, qui écoute que en français. Ouais, je suis curieuse de voir la suite du coup. C'est pas facile parce que déjà, il y a toutes les histoires qu'on se raconte. Genre, on parle pas assez bien l'anglais. Ou il y a d'autres personnes qui font les mêmes choses et donc pourquoi ils m'écouteraient moi alors que j'ai un accent. Et quoique, l'accent français, c'est pas mal quand même. C'est un peu cute, je crois, pour les... Et puis après, c'est vrai quand même que les francophones, ils parlent pas super bien l'anglais. Donc, on risque d'en perdre une partie. Et par rapport au sujet de déléguer, j'ai bien envie de rebondir dessus parce que je trouve ça hyper intéressant et moi j'ai une entreprise et justement je commence à déléguer, à créer ma petite équipe autour de moi. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai une valeur liberté qui est au top de toutes mes valeurs. Et je pensais que c'était pas concevable, en fait, de travailler avec d'autres personnes et d'être libre. Et finalement, je me rends compte que, au contraire, je m'offre une liberté que de m'entourer. J'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses et ton expérience par rapport à tout ça. Alors, merci pour ton partage parce que j'ai pensé la même chose que toi pendant longtemps. Et je pense qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, j'avais un manque de confiance en moi sur la durée. C'est-à-dire que je me disais, si un jour je veux tout arrêter, ou si je veux prendre quelques mois de pause, il y a des gens qui vont dépendre de mes activités pour leurs revenus. Et j'avais peur de cette responsabilité. Et donc, ça me donne moins de flexibilité, moins d'autorisation de m'arrêter en route, tu vois. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que finalement, on est là pour durer et quand on crée une entreprise, c'est sur la durée qu'il faut voir les choses, c'est pas sur le court terme, c'est vraiment sur le long terme. Et je pense que je me suis dit assez longtemps, pourquoi je vais expliquer à quelqu'un comment faire les choses alors qu'en fait moi-même je le fais très bien plus vite parce que j'ai l'habitude de le faire. Et donc ça, c'est une pensée court terme aussi. Parce que si tu prends le temps d'expliquer à quelqu'un une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois s'il le faut, comment faire les choses pour les faire à ta place, bah en fait après t'as plus jamais besoin de les faire. T'es libre. C'est vrai. Et en Totalement. fait, pour moi, aujourd'hui, c'est plus de liberté que moins de liberté. Et même si j'ai des réunions toutes les semaines avec mon équipe, etc., et qu'il y a de la gestion à faire et tout ça, c'est quand même plus de liberté et on va plus loin ensemble. Donc ça dépend jusqu'où on a envie d'aller. Tu vois, faudrait pas non plus essayer de copier-coller les façons dont les autres font leurs entreprises. Faut vraiment essayer de voir ce que nous, on a envie de créer à notre façon et là où on a envie d'aller. Parce que si on préfère avoir juste un petit cabinet d'entrepreneurs du bien-être et puis que ça fonctionne avec une personne qui est là en tant qu'assistant personnel pendant je sais pas quelques heures par semaine et ça suffit et c'est très bien comme ça parce qu'on a envie d'avoir une vie tranquille avec notre cabinet, ça suffit. Mais si on a envie d'aller en ligne et qu'on a envie de vendre des programmes et tout ça, bah on aura peut-être besoin de plusieurs personnes pour nous aider à le faire, même sûrement au bout d'un moment. Et plus vite on attend, enfin plus longtemps on attend, je trouve, on se coupe de potentialité. Parce que travailler en équipe, c'est plus d'idées, c'est plus de ressources, les choses peuvent être mises en place des fois plus vite que quand on est tout seul, en fait on fait que repousser des tâches sur lesquelles on est moins à l'aise. Et moi je suis vraiment pro équipe, mais il faut essayer pour s'en rendre compte et aussi rencontrer différentes personnes, prendre des gens qui ont une personnalité qui nous convient bien aussi, des gens autonomes qui vont nous aider aussi à ouais, à s'expandre, quoi. Ouais, c'est très juste. Et puis comme tu dis, il n'y a pas d'ambition qui a moins ou plus de valeur et que d'avoir son cabinet et d'être toute seule, c'est pas moins bien et que chacun son ambition aussi. Exactement. Et pour moi, c'est beaucoup ça aussi. Si tu veux travailler juste en local ou si tu veux rayonner sur Internet, si tu veux faire que de l'individuel ou si tu veux vendre des programmes à des milliers de personnes, c'est pas les mêmes, t'as pas besoin des mêmes ressources, en fait. Pour les deux, c'est deux aventures de vie différentes, en fait. Totalement. Est-ce que dans les personnes que tu as accompagnées, il y en a beaucoup ou pas qui ont peur de réussir? Bah, en fait, je pense la plupart. On a les deux peurs. On a la peur de rater, on a la peur de réussir. Parce que
si on réussit, ça veut dire que notre vie, elle va changer beaucoup. Souvent. Donc, qu'est-ce qui va changer? On va avoir beaucoup plus d'argent, on va avoir plus de reconnaissance de la part des gens à l'extérieur, on va avoir plus de personnes qui nous contactent. Si tu savais le nombre de personnes qui ont peur d'être dépassées par, par les gens qui leur demandent de l'aide, par les gens qui leur écrivent, par les sollicitations. Énormément de gens ont peur d'être dépassés, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité encore de poser des bonnes limites. Tu vois, des limites saines. Et beaucoup d'entre nous, on a choisi ces métiers-là parce qu'on a envie d'aider la Terre entière. Et donc, une des étapes, si on veut grandir, c'est déjà d'admettre qu'on n'est pas là pour sauver les autres, et juste qu'on peut contribuer à les aider, mais qu'on doit décider de des modalités pour pouvoir les aider, pour respecter notre propre énergie. Et à partir de là, apprendre à mettre des limites saines. Et une fois qu'on sait bien poser des limites saines, on peut grandir. On peut faire x10 dans nos nombres de followers, tu vois, par exemple, ou x100. Et on se dit, oh, ça change pas grand-chose, en fait, ça va, c'est encore gérable et je suis en sécurité. Et ouais, il y a plein de peurs avec le fait de réussir, mais elles sont pas toujours conscientes. Ouais, je trouve que ce sujet est fascinant. Et d'ailleurs, en ça, c'est intéressant aussi. Tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais toi-même, tu continues à te faire coacher, et qu'en fait, le coaching, ça n'a rien à voir avec j'ai besoin d'un coach pour me reconvertir ou transitionner d'un secteur d'activité à un autre. Au contraire, on peut continuer d'avoir un coach tout le temps par rapport aux ambitions et à nos projets. Tout à fait. Tout le temps. On peut le faire sur des saisons. Moi, c'est sur l'année parce que du coup, j'ai rejoint des masterminds et ils sont plutôt annuels, donc du coup, c'est sur l'année. Mais si vous prenez un coach en individuel, vous pouvez faire 6 mois et puis une petite pause. Vous prenez une petite pause d'intégration, 3 mois, vous prenez des vacances, puis vous vous dites c'est quoi mes projets à venir, puis vous reprenez un autre coach pour 6 mois. En fait, pour moi, c'est tout le temps, quoi. Parce que le fait d'avoir un coach, c'est comme si on avait tout le temps un miroir pour nous assurer qu'on est bien dans notre alignement, qu'on se pose les bonnes questions pour aller dans le bon sens pour nous, qu'on joue pas petit dans notre vie, mais qu'on joue grand et qu'on s'autorise à être aussi grand qu'on a envie de l'être. Et ouais, ça permet tout ça en fait. C'est sûr. J'ai une dernière question qui a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec une amie et on parlait de confiance, estime de soi et d'amour de soi. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta vision et ta définition de qu'est-ce que la confiance en soi et la différence avec l'estime de soi et l'amour de soi? Tout est lié déjà. La confiance en soi, je dirais que c'est plus en lien avec je suis capable, je peux, je suis capable et je serai capable, tu vois. Je suis capable et je serai capable quoi que la vie me propose. Donc c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est plutôt la valeur que je me donne. C'est plutôt je me sens méritante parce que je suis qui je suis, tu vois. Et bien souvent, l'estime de soi, c'est un peu teinté de ce qu'on a vécu, beaucoup teinté de ce qu'on a vécu, parce qu'on a l'impression que, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été transactionnelles dans nos vies, et donc on a l'impression qu'on est méritant quand on est d'une certaine façon. Et donc il y a souvent de la guérison à faire vis-à-vis de l'estime de soi pour pouvoir s'estimer dans tout ce qu'on est et sortir un peu du transactionnel et vraiment se rendre compte qu'on est méritant juste parce qu'on est. Et puis après, tu disais l'amour de soi. L'amour de soi, je le relierais avec tout le travail de l'enfant intérieur et de la reparentalisation intérieure. Je devais le relier à des exercices de coaching et de thérapie. C'est vraiment aller se rencontrer et se donner inconditionnellement tout ce dont on a besoin, tout l'amour dont on a potentiellement manqué et se donner de la douceur, de la compassion et se faire du bien en fait. Je dirais que c'est ça, apprendre à se faire du bien. Et quand on réussit à travailler sur ces 3 thèmes qui sont très interconnectés, je pense qu'on est inarrêtable. Tu vois ? Parce qu'à l'intérieur, c'est guéri. Donc le système nerveux, il va mieux, on est plus tranquille, on sent que on peut s'adapter
à ce que la vie va nous proposer. On sent qu'on sera capable de faire face. Et c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, mais qui change la vie. Ouais, c'est sûr. Et comme tu dis, l'un nourrit l'autre et inversement. Très juste. Je suis curieuse, du coup, qu'est-ce que vous en disiez toutes les deux? Et ben moi, du coup, je lui disais que, comme toi, la confiance en soi, c'était, en fait, personne n'a confiance en soi, point. Mais tu as confiance en ta capacité à être, un bon entrepreneur. Tu as confiance en ta capacité à, danser la salsa, enfin, j'en sais rien. Et je lui disais, en fait, moi, j'ai confiance en moi dans ce thème-là, mais dans un autre, j'ai absolument pas confiance en moi parce que c'est, sur une activité. Et mon avis était que l'estime de soi, elle peut être nourrie par, plus on a confiance en soi, plus on peut avoir une meilleure estime de soi. Et en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai la sensation que l'estime de moi, je l'ai nourrie par une accumulation de confiance en moi. Et mon amie, elle pensait l'inverse, que c'était plutôt l'estime de soi qui nourrissait la confiance. Donc, je pense, comme tu dis, c'est l'un nourrit l'autre et inversement, en fait. Ouais, je pense aussi. Et sur l'amour de soi, eh bien, elle parlait aussi de l'enfant intérieur. Et moi, je partageais qu'en fait, on parle souvent dans la société on se dit ah oui, il faut que je me donne de l'amour, comme si c'était un manque. Et j'entendais Chloé Bloom qui disait que elle parlait plutôt d'un désamour de soi et qu'en fait, au lieu de penser qu'on manque d'amour, plutôt de se dire j'ai de l'amour et je peux le nourrir. Mais c'est pas un trou noir et il y a pas un vide en moi. Et cet amour-là, c'est l'énergie de l'amour et c'est pas que j'en ai pas, j'en ai toujours eu, j'en aurai tout le temps. Et plus je vais la nourrir et plus elle va être en moi. Et je trouvais ça très beau comme image parce que c'est pas culpabilisant non plus de se dire ah, il faut que je travaille l'amour de soi. En tout cas, moi, quand j'ai entendu cette notion de désamour, je me suis dit mais c'est génial en fait. Tout le monde s'aime et c'est possible pour tout le monde. Et c'est comme le curseur de l'énergie vitale. On a tous de l'énergie en nous. Et c'est qu'est-ce que je vais nourrir et qu'est-ce que je vais pas nourrir. Ouais. Merci pour ça, c'est super beau. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose que tu aurais voulu partager et où je t'ai pas posé la question? Non, peut-être un message pour le monde, ce serait occupez votre place. En fait, on a juste besoin que tout le monde occupe sa place, à sa façon, avec sa vibration, avec sa couleur, pleinement, avec son cœur. Et même si pour vous ça fait pas de sens et vous vous dites ah mais j'aimerais tellement mieux que les océans soient libérés du plastique, vous voyez, plutôt que d'occuper votre place mais que vous savez pas comment faire, en fait juste occupez votre place et faites confiance que dans le grand ordre cosmique des choses, en occupant votre place, vous allez certainement contribuer auprès de certaines personnes qui vont, elles, être mieux. Et comme elles vont être mieux, elles vont occuper leur place et elles vont aider certaines personnes qui vont être mieux et qui vont occuper leur place. Et je suis sûre qu'il y a une grande intelligence là-dedans et que si tout le monde le fait, en fait, le monde peut se transformer très vite. Ouais, je suis totalement d'accord. Et tu vois, je dirais même que occuper sa place, c'est pas nécessairement avoir un grand combat comme je sais pas le combat de l'écologie au sens large et d'être hyper engagé et que en fait il y a pas de petit ou de grand combat et c'est chacun à son échelle ce qu'il va vouloir transmettre et vouloir combattre aussi. Exactement. Anne-Claire, le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? La mer. Je pense que tu vois la mer qui me rappelle d'être fluide comme de l'eau, tu vois. C'est les vagues, le mouvement de l'eau. Je pense que c'est ça. Je suis un signe d'eau. Enfin, tu vois, je pense que ça m'aide beaucoup. C'est quoi ton signe? Je suis Cancer. Ok. Merci beaucoup. Écoute, Anne-Claire, j'étais ravie de cet échange, la richesse de tout ce qu'on a partagé. Si les personnes qui ont écouté veulent suivre tes aventures, tes partages, tes formations, d'ailleurs, si tu veux partager un peu les actualités, je te laisse nous partager tout ça. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais te dire merci pour cet excellent coaching parce que tu as posé des bonnes questions.
Et donc, c'est des questions qui ont résonné pour moi, mais qui ont certainement résonné aussi dans la tête des auditeurs. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une façon de coacher, on peut aussi coacher en posant des questions comme ça dans un espace public. Donc, merci d'être une si bonne coach. Et donc, on peut me trouver sur presque tous les réseaux sociaux. Donc, je suis un peu partout avec mon nom, Anne-Claire Méret. Et puis, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Live from the Heart. Et puis, j'ai des programmes qui reviennent régulièrement. Et j'ai une formation de coaching, voilà, qui reviendra à la fin du mois de janvier. Ça s'appelle Coach from the Heart. Et je forme des coachs pour faire ce beau métier que j'aime tant. Merci. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Et pour avoir fait Coach from the Heart la dernière saison, je ne peux que en parler et partager et en dire du bien. En tout cas, si jamais des personnes ont des questions, moi je serais ravie d'y répondre. Merci du fond du cœur. Et puis merci pour tes mots. Je pense que si je doutais encore un peu de ma légitimité, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce que tu m'as dit. Vas-y, fonce. Merci beaucoup Anne-Claire. Avec joie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.